RCN. Le son de la différence. I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet. Bonjour à toutes, bienvenue dans I Feel Good, 30 minutes, 28 minutes pour profiter des ondes positives de mon invité, 28 minutes pour aller à la rencontre d'un homme ou d'une femme qui nous donne envie d'avancer, qui nous donne envie de s'engager, là qui va nous essayer de nous donner un peu des repères, de nous partager sa passion pour l'histoire, pour ce qui nous a amené à être ici aujourd'hui pour continuer à aller demain avec confiance vers l'avenir. Madame, mesdemoiselles, messieurs, c'est évidemment pour la prononciation de son nom que j'ai le plaisir de l'inviter, c'est Jero Jędrzejkiewicz, et je me suis un peu planté, mais vous allez voir, il est prof d'histoire. Tu me corriges, Jérôme, sur la prononciation du nom? C'est tout à fait ça. Ça, c'était la version française? C'est la version française. Hein. Et sinon, la version polonaise, c'est Jędrzejkiewicz. Merci, Jérôme. Voilà. Jérôme, c'est pas mal. C'est bien aussi. C'est pas mal, Jérôme. J'insiste sur le agrégé, non pas par noblesse, quoique le terme peut... Mais parce que, pour moi, il signifie que c'est vraiment un engagement, une passion. Tu as voulu aller au bout d'une démarche de recherche, de savoir. Je me trompe ou... C'est tout à fait ça. Alors, déjà, il faut le reconnaître, l'agrégation est un des rares grades de l'éducation nationale où on est correctement payé. Parce que je suis désolé, on va revenir aussi à ça. Alors effectivement, c'est un concours qui est extrêmement exigeant. Il y a peu de professeurs agrégés finalement donc dans l'éducation nationale. Et effectivement, bon, c'est à la fois un examen exigeant, comme je l'ai dit, puisque la quantité d'informations à emmagasiner, si j'ose dire, est importante. Et aussi, il y a aussi une analyse, il y a une méthode. L'histoire, c'est beaucoup plus scientifique qu'on ne le pense. C'est-à-dire que c'est passé comme ça, puis on n'en parle plus. Mais justement, c'est plus compliqué parce qu'il faut aussi le vérifier. Donc, on a les. C'est pour ça qu'après j'ai poursuivi aussi avec le DEA qu'on appelait donc c'est le master 2 maintenant et le doctorat parce que il y a aussi les archives. C'est-à-dire que l'histoire, c'est pas une simple répétition de livres ou de choses qu'on a déjà, en gros, publiées, etc. Mais aussi, c'est une recherche, une analyse. Est-ce que le document est vrai, etc. Et je trouve que la formation pour l'agrégation est précieuse maintenant parce que nous sommes entrés dans l'ère du mensonge. C'est-à-dire qu'on voit dans les réseaux sociaux n'importe quoi. Enfin, sur l'histoire, c'est une des matières les plus maltraitées sur les réseaux sociaux où on réinvente des faits, etc. Et justement, le fait de d'avoir étudié à fond cette matière permet de détecter les faux et de pouvoir, bon, c'est dans la mesure de nos moyens, de rectifier certains éléments. Une bonne technique pour faire le check de la vérité, pour absolument, c'est absolument, parce qu'effectivement, on a eu quand même lors de la formation on a fait de la paléographie ancienne, on a un contact avec des archives, puis aussi des méthodes d'analyse qui permettent de démonter bien des mensonges. Alors, tu soulignes l'actualité de la démarche, parce qu'on le voit bien, la pratique de la désinformation, oui. Pour pas dire parfois de la manipulation, enfin, voilà. C'est ça, oui, tout à fait. Aujourd'hui, elle se produit à une vitesse supérieure et inégalée grâce au support numérique aujourd'hui, réseaux sociaux en compagnie, enfin, voilà. Comment aujourd'hui le prof que tu es, fondamentalement, viscéralement, je dirais, entre en dialogue, peut apporter des repères pédagogiques, éducatifs aux jeunes, aux enfants, peut-être même aux parents. Alors, le problème, entre guillemets, c'est que depuis le début des années 90, le professeur, l'école en général, n'est plus la seule source de savoir. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, les jeunes générations, entre guillemets, s'informent sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est pas mal. Et ce qui est bien aussi, alors les réseaux sociaux sont intéressants
disons la ressource numérique, disons. Ce sont les ressources numériques. Ouais. On peut avoir un accès à des archives numérisées, des livres aussi numérisés. C'est absolument formidable. Mais ensuite, c'est plutôt je dirais pas une information, c'est une confusion entre information, désinformation, opinion aussi, un avis qui passe pour une vérité. Et à partir de là, justement, le fait d'avoir un bagage scientifique solide permet de détecter le vrai du faux. Par exemple, on va prendre quelque chose de concret en ce moment, c'est l'histoire donc d'Israël. Voilà. Donc on dit Israël a été créé à cause de la Shoah. Alors le problème, non. C'est que la Shoah, c'est l'aboutissement du processus, en quelque sorte. Puisque la déclaration Balfour, c'est 1917. Le mandat britannique en Palestine, c'est le traité de 1922, le traité de Rapallo. Donc en fait, il y a déjà en gestation un État juif qui est en préparation par les autorités britanniques depuis le démembrement de l'Empire ottoman. Voilà. Et ensuite, effectivement, avec la Shoah, en Europe, on a le vote définitif. Mais l'État juif était déjà en gestation bien avant. Voilà. Et donc, ça permet, vous voyez, alors c'est vrai que c'est des dates, des traités, etc. Mais ça permet de remettre dans l'ordre certains faits qui sont diffusés massivement par les médias et les réseaux sociaux. Et même ainsi prononcé, ça mériterait encore beaucoup plus de finesse de mots pour analyser la situation, parce que l'accélération qu'il y a pu y avoir à la suite de la Seconde Guerre mondiale a généré une orientation. Quel type d'orientation ? Tout ça prend du temps. Oui, alors, ce qui est bien dans le métier de prof, je le dis, c'est qu'on apprend tout le temps. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors c'est vrai que j'ai toujours aimé donc creuser les sujets, les problèmes. Alors dans le métier de professeur, les programmes ont beaucoup changé. Alors c'est vrai que beaucoup de collègues râlent en disant « Oh, le programme a encore changé ». Mais finalement, intellectuellement, ça fait du bien. Ça nous oblige finalement à nous remettre en cause, de sortir un peu d'un ronronnement du métier. Et avec par exemple le nouveau programme de 2019, on a abordé plein de thèmes nouveaux. Il y a des matières nouvelles qui sont notamment les sciences politiques qui ont été introduites. Et donc à partir de là, on peut continuer à analyser, on peut continuer à creuser chaque sujet et donc à emmagasiner des sources, des analyses nouvelles pour traiter ces problèmes. Cette passion, Jérôme, c'est cette vocation aussi. Est-ce que c'est déjà une passion ? Est-ce que c'est une vocation ? Et est-ce que ça vient de cette culture on pourrait dire du fast-checking aujourd'hui, mais enfin de cette culture d'aller chercher le vrai, d'aller questionner le sens posé d'une continuité qui trouve ses racines et qui permet d'avancer dans le juste. Alors, est-ce qu'on est dans de la philosophie un peu ? Alors presque, parce qu'en fait, passion et vocation, oui, totalement. Alors à l'origine, c'était chez ma grand-mère, en région parisienne, on avait donc le Tout l'univers. Alors seuls des gens d'un certain âge, peuvent savoir ce que c'est. Mais si, c'est ces petits fascicules qu'on avait et c'était le Wikipédia de l'époque. C'était le Wikipédia de l'époque. Et en fait, on avait dans la famille qui est d'origine polonaise, on a toujours adoré les livres. D'ailleurs, c'est une passion dévorante, même au point de vue place, etc. Bon, et en fait, donc, on avait peu de romans, à part ce qu'il y avait à l'école, ce que les précédents avaient étudié à l'école, les classiques Molière, etc. On avait peu d'ouvrages modernes, mais on avait donc le Tout l'univers. Alors le Tout l'univers, ça a été pour moi une plongée dans tout. C'était formidable. À l'époque, c'était illustré, c'était des dessins. Il y avait très peu de photos, c'était des dessins, etc. Et à partir de là, j'ai été passionné par l'Égypte, par Sumer, etc. Alors que c'était une encyclopédie de très bonne tenue en plus. Donc voilà, c'est le début de mon intérêt. Et aussi après, en grandissant, Tout l'univers avait une vocation quand même assez pédagogique. Enfin, c'était pas l'encyclopédie, les 12 tomes qu'on avait dans la bibliothèque rangée qu'on n'ouvrait jamais. Enfin, il y avait quand même
quelque chose de... Tout à fait, il y a un côté amusant aussi, il y avait des expériences et tout. Il y avait aussi des sciences, il n'y avait pas que de l'histoire géo, il y avait tout. Il y avait de la biologie, des sciences, de l'astronomie, etc. Et en fait, comme il y avait, je dis pas que ça, chez ma grand-mère, j'ai passé pas mal de temps à lire et à relire tout l'univers. Voilà. C'est-à-dire que le petit Jérôme était un enfant studieux, un enfant... Ah, très studieux, ouais. Tout à fait, très calme. Voilà, studieux. J'ai toujours donc on a toujours été plongé dans les livres. On aimait bien la musique aussi. C'est surtout les générations, comment dire, qui m'ont précédé, étaient plus musique américaine. Ouais. Oui, musique américaine. On était très anglo-saxonne, on va dire, tout ça. L'arrivée avec un nom comme ça, vous n'êtes pas arrivé tout de suite en France? Non, alors. Combien de temps dure l'émission, c'est ça? Non, ça va être compliqué. Alors, en 2 mots, on va synthétiser une histoire complexe et tout. Donc, en fait, la famille maternelle est une famille franco-polonaise. Donc, les premiers Polonais sont arrivés donc fin 1922. Donc, ça s'appelait Kazimierski, d'ailleurs, à l'époque. Et puis, la famille paternelle, elle est plus récente. Ils sont arrivés donc à la suite de la Seconde Guerre mondiale et de la rectification des frontières aussi en Pologne. Oui. Donc en février 1948. Donc c'est le grand-père paternel qui est venu en France. Alors, avec ma grand-mère. Alors, ils sont venus donc dans la région parisienne, c'est le nord de la Seine-et-Marne. D'accord. Donc c'est le nord de Meaux, c'est Iverny, Clé-Souilly, etc. Où ils ont rencontré l'autre famille. Ainsi est arrivé Jérôme. Oui. Voilà. Jérôme grandit, lui, du côté de Nantes. Alors oui, on a beaucoup bougé, parce que mon père était commercial, donc on n'a pas arrêté de bouger. Donc on a vécu, alors la petite enfance, c'est la région parisienne, pareil, voilà, donc région de Meaux, le voilà, le coin là, et ensuite on est allé à Nantes. J'ai passé très très bonne année. C'est vraiment bien, c'est une très très belle ville. Ça ne finit pas d'être joli. C'est très très vraiment. Je garde d'excellents souvenirs de l'école, de tout. Et ensuite, donc c'est en 1974, on est reparti en région parisienne, cette fois-ci en Seine-Saint-Denis. Et là, on prend le temps de s'arrêter 5 minutes pour raconter un plaisir d'une évolution de la société qui fait se rencontrer des cultures et s'épanouir autrement. Oui, alors effectivement, la Seine-Saint-Denis, ça a été le retour en région parisienne qu'on connaissait déjà, et surtout un changement aussi culturel qui m'a beaucoup frappé au début des années 80. Alors, au début des années 80, il y a eu effectivement une sorte d'américanisation de la culture populaire. On avait une culture populaire qui était... c'était une France très traditionnelle. On avait les blousons noirs, on avait les jeunes en mobilette, etc. Bon, il y avait déjà des petites bagarres, des choses comme ça. Et là, début des années 80, on a eu une culture qui s'est américanisée avec le vêtement, notamment la musique, le rap, etc., qui a été adoptée effectivement par les enfants des nouveaux immigrés et aussi par les classes modestes blanches. Et effectivement, ce qui m'a frappé, c'est que ce côté importé. C'est le fait que même si c'était en français, le rap, le vêtement, etc., c'est en fait le vêtement des ghettos américains, de New York ou des grandes villes américaines. Et ça, cette mixité et un peu cette union des cultures quand même. Oui. Tu avais quel âge et tu en as gardé quel repère? Ouais, alors il y a deux temps. Alors les années 70, moi j'en garde 74, 81 en gros, j'en garde un souvenir de grand mélange. C'était le grand mélange, vraiment le vrai multiculturalisme. On se retrouvait, mais alors dans des classes assez étonnantes, avec déjà des enfants de Polonais. Il y en avait beaucoup dans le secteur-là. On avait les enfants des Portugais, des Espagnols, des Italiens, etc. Et puis après, on a commencé. Enfin, moi, j'ai ressenti début des années 80 une sorte de séparation. On était encore ensemble, mais avec le début de revendications qui n'avaient pas lieu ou qu'on ne voyait pas avant, d'ordre religieuse, d'ordre culturel aussi. C'est ça qui m'a frappé. Et aussi, j'ai vu, parce que
j'ai connu, c'est l'apparition, par exemple, du mot beurre, le beurre. Alors, c'est l'arabe. Et en fait, on disait au début des années 80, à Aulnay-sous-Bois, le rebeu. Et rebeu, c'est encore retransformé en beurre. Donc c'est un double verlan, si j'ose dire, qui s'est imposé. Et on a eu quand même des débuts des tensions, je dirais pas encore des émeutes, mais de tensions communautaires qui sont apparues dans le début des années 80 et qui se sont, hélas, amplifiées après. Aujourd'hui, comment on répond à cela? On va le voir dans quelques instants. Ça sera l'occasion d'évoquer ton autre activité, mais on reprendra le temps de parler de l'enseignement. Mais cet engagement au sein du souvenir français, comment on arrive à faire société riche de toutes ces différences culturelles. En attendant, cette pause musicale, c'est Take On Me. I Feel Good sur RCN. Christophe Chevardet. Ah, il est sympa, mon invité. Il est drôlement sympa, mon invité, parce qu'il choisit des titres vachement plus faciles à prononcer, enfin des groupes vachement plus faciles à prononcer que son nom. Absolument. J'ai fait exprès. Je te remercie, Jérôme Janzoukiewicz. Donc, mon invité, prof agrégé, on a pris le temps de savoir un peu pourquoi. On était dans le métissage de la Seine-Saint-Denis, et puis tu disais un petit peu hors antenne encore, mais tu évoquais les difficultés avant qu'on ait la pause musicale, et pendant la pause, tu dis, et pourtant c'est ce potentiel-là, c'est cette richesse-là, de cette multiculturalisme qui peut être l'avenir de ce territoire. Oui, alors effectivement, la Seine-Saint-Denis, d'accord, on l'a quitté en 94, mais comment dire, on nous voit en Seine-Saint-Denis que, entre guillemets, ce qu'on appelle la racaille. C'est un peu partout pareil. Alors qu'en fait, il y a des entrepreneurs. Moi, j'ai assisté, par exemple, à l'embourgeoisement aussi de nombreux immigrés nord-africains qui achetaient après les pavillons. Nous, on était dans le secteur des pavillons d'Aulnay-sous-Bois. Donc, on a une ascension sociale qui se fait poser. Et le problème, c'est qu'effectivement, il y a à la fois eu sans doute un ralentissement peut-être de cette ascension sociale. Alors, il y a la crise, faut pas le nier aussi. Et donc... au fait que l'école aussi était en difficulté. Les cadres de l'intégration, qui fonctionnaient bien avant, ont été bousculés par, je pense, la crise. Mais il y a plein de potentiels vraiment très, très intéressants. Parce qu'en fait, la Seine-Saint-Denis, il y a eu, on en est la preuve aussi, plein d'immigrés européens avant. De nombreux Portugais, Italiens, des Polonais, et qui, ces vagues d'immigration ont été renouvelées ensuite, plus récemment, avec un autre type d'immigration. L'occasion, Jérôme, pour moi, de saluer Claude Balland, l'ancien préfet de Meurthe-et-Moselle, qui était préfet justement de Seine-Saint-Denis et engagé, et également un ancien enseignant justement qui a œuvré aujourd'hui, j'ai appris récemment, qui était le président de la Banque Alimentaire. Voilà un parcours d'un serviteur de l'État. Jérôme, c'est en Seine-Saint-Denis que se passe aussi l'agrégation, se prépare l'agrégation, c'est la deuxième date importante dans ta vie. Absolument, alors l'agrégation, mais en même temps que l'agrégation, le petit Jérôme... Et la rencontre de ma future femme. Pas si sage que ça, le petit Jérôme. On voyait bien là, le prof d'histoire géo un peu célib, vous voyez, qu'elle est pas... Non. Oui. Oui, c'est la vie, c'est la vie, absolument aussi. Voilà, donc effectivement, et donc originaire de Lorraine, donc de Villers-lès-Nancy, et donc elle a voulu revenir en Lorraine, et je l'ai suivie. Et donc depuis 1996, donc je suis en Lorraine et j'enseigne dans le même établissement, justement le lycée Arthur Varocco de Tomblaine, qui a fêté ses 50 ans. Là, il y a quelques jours, et qui est un lycée qui a eu pendant longtemps, on m'a dit au départ, on disait, oh mon Dieu, tu es à Varocco, oh là là là, tout le monde était consterné, etc. Alors qu'en fait, c'est un lycée qui a un très bon potentiel. Et justement lié aussi à ce mélange. On a un peu de tout. Donc c'est un lycée de presque 1600 élèves de l'Est nancéen. Voilà, qui prend tout l'Est de l'agglomération. Et voilà. Et donc on draine en fait un public qui vient d'un peu partout. De Dommartemont à Ars-sur-Meurthe. Absolument. On a une grosse diversité. Et on a
on a fait plein de rencontres très très intéressantes avec des élèves qui ont un très bon potentiel. On a eu donc l'occasion, maintenant ça fait 20 ans, de créer la section européenne du lycée Arthur Varocco, donc où j'enseigne aussi l'histoire-géographie en anglais. Voilà, aux élèves volontaires. Voilà, donc on a pu créer beaucoup de choses avec toujours des élèves enthousiastes, intéressés, etc. Et avec une dynamique qui est une bonne dynamique, parce que les élèves se mobilisent, par exemple, pour les Restos du Cœur, ils se mobilisent pour la langue des signes, etc. Donc il y a une bonne ambiance, une bonne dynamique. On a presque un prof heureux d'être là. Mais moi, si je suis là depuis 28 ans, oui, ça. Donc, je suis tout à fait heureux d'être à Varocco. Bon, après, bien sûr, le lycée connaît des problèmes récurrents, mais après, avec finalement l'application des règles de l'éducation nationale, comme le fait l'actuel chef d'établissement, ça se passe très bien. Des grands moments aussi de joie dans l'éducation. Oui. C'est une troisième date importante que tu avais envie de partager un peu. Oui, c'est le haut de la, c'est le haut de la représentation démocratique française. C'est l'Élysée, voilà. Oui, tout à fait. Mais c'est une reconnaissance, mais c'est aussi le fruit d'un travail en équipe. Voilà, et c'est surtout le fruit du travail de mes élèves. Voilà. Donc je suis un peu profiteur, tu vois. Non, je plaisante aussi, mais effectivement, c'était en 2014, donc un groupe d'élèves a voulu donc passer le concours de la résistance que je faisais déjà. Passer sur la base du volontariat, toujours. Et donc ces élèves, donc on avait 6 filles, ont eu le prix national, donc prix travaux collectifs, les 70 ans de la libération. Et donc, on a été très, très contents qu'elle ait reçu le prix national. Mais surtout, comme on était dans les dates anniversaires de l'époque, bien, on a été invité à l'Élysée. Donc, on a passé 3 jours à Paris. Et donc, ça a été un beau moment. Parce qu'on nous a fait vraiment... Pourquoi ça a été un beau moment? C'est un beau moment. Déjà, il y avait la joie des élèves. Et puis aussi la joie de pouvoir visiter les palais de la République, de voir un peu les ors de la République. Mais aussi les institutions. Les institutions qu'on avait vues donc en cours. On a eu une très belle visite de l'Assemblée nationale. Et on a même eu le droit de visiter l'hôtel de Lassay. Ah, l'hôtel de Lassay, donc la présidence. Exactement, où on avait été reçu Claude Barthelone. Claude Barthelone, et qui nous a offert un goûter somptueux. Voilà, mais Claude Barthelone était somptueux déjà en lui-même. Je n'entrerai pas dans ces détails, mais voilà. Donc on a eu donc l'hôtel de Lassay. Ensuite, on a eu l'Élysée. Donc, avec la remise des prix, donc on a eu le président de la République, François Hollande, était là, absolument. Ouais. Et puis surtout, on a eu l'honneur de rencontrer, de côtoyer 2 compagnons de la Libération. Ah ouais, encore vivants. Absolument, qui étaient encore vivants. Et donc, il y avait Fred Moore, qui était l'ancien chancelier lors de la Libération, qui avait passé la main à un nouveau comité, enfin, je passe les détails, mais qui était toujours présent, et donc Monsieur Louis Cortot, qui avait fait un discours qui était formidable, voilà. Donc c'est un moment aussi d'éducation civique. Et alors, il nous reste 1 minute pour aborder aussi un engagement qui te tient aussi à cœur, et je voulais qu'on ait un peu un éclairage. Pourquoi t'es-tu engagé au Souvenir français? Pourquoi devrait-on, pourquoi peut-on s'intéresser au Souvenir français? Alors, le Souvenir français, donc, il vise... Toi, l'enfant d'origine polonaise. Oui, tout à fait. Parce que, simplement, on a toujours eu un grand amour de la France dans la famille, parce qu'on a quand même des familles qui viennent, on n'a pas eu le temps de le raconter, mais disons avec un passé quelque peu difficile, disons, en Pologne. Et effectivement, la France, c'est devenu notre maison. Et donc, à partir de là, bien sûr, en plus du respect, le fait de restaurer les tombes militaires en déshérence a été un honneur. Et donc, en 2018, on m'a proposé donc, directement la présidence. Et donc, le Souvenir français permet à la fois de transmettre la mémoire, de respecter les anciens, et aussi de soutenir l'effort... de mémoire, de patriotisme des élèves avec, par exemple, le soutien aux sorties scolaires. Jérôme, ça passe vite à 50 minutes. C'est fou, hein, incroyable. Merci d'être venu. Mais c'est moi qui vous remercie tous. Un grand coucou, fiston.
RCN, www.rcn-radio.org.